Il y a des bonnes surprises ici, mais aussi des mauvaises surprises. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore une fois en ce début d'année pour une nouvelle vidéo multicritique. Je vous ai pas menti, on enchaîne, il y a beaucoup de choses. On va évoquer ici 3 films et 2 séries d'actualité, et puisqu'on parle d'actualité, on devrait se retrouver à la fin de la semaine pour parler des Oscars et peut-être aussi des Césars. Les Césars, je sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver dans la nuit de dimanche à lundi pour les Oscars comme tous les ans, mais avant ça, multicritique, et on va commencer avec The Monkey. Alors, ce Monkey, ouais, c'était particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. On est ici dans une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. C'est vrai que généralement, Stephen King, on est là pour adapter ses romans. Donc ici, c'est une nouvelle, donc oui, c'est bien plus petit. Et c'est réalisé par Ross Perkins, qui nous avait servi Longlegs dernièrement. Et ça parle de quoi? Ça nous parle de Bill et Al, qui sont des jumeaux, des frères qui vont trouver dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père, et une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux lorsque le jouet se met en place. Et du coup, on se retrouve de nouveau dans une adaptation d'un Stephen King. Alors, c'est vrai que ces dernières années, les adaptations de Stephen King, il y a eu du bon et du moins bon. Donc, The Monkey, j'attendais pas forcément à la limite à la phrase qui est notée sur l'affiche. Ça, pour le coup, voilà, ça pouvait un petit peu piquer ma curiosité. Il y avait écrit quoi? Tout le monde meurt, virgule, et ça fait chier. Donc voilà, bon, tu sens que tu vas être dans un film d'horreur assez barré. Et c'est carrément le cas, ça n'a rien à voir avec Longlegs. C'est un film d'horreur complètement barré. On est vraiment dans de la comédie d'horreur assez kitsch. C'est un mix en fait entre Annabelle, je dirais, parce que oui, là on a ce singe, Annabelle, la poupée, et aussi Destination Finale, parce qu'on va avoir des morts qui vont être à la fois gore, à la fois complètement tordus, mais aussi rigolotes et barrées. C'est vraiment super perché. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le singe s'active, tu sais en tant que spectateur, voilà, c'est le concept, hein, tu sais que quelqu'un va mourir. Et c'est ça finalement qui peut être aussi intéressant et qui va te faire kiffer, oui, parce que tu vas prendre plaisir à essayer de deviner qui va mourir, comment, etc. Sauf que oui, on est sur des scénarios qui sont complètement tarabiscotés. Vous savez, c'est le balai qui va tomber, qui va taper sur la télé, qui va faire exploser la télé, et puis boum, en haut, ça va faire tomber une boule de bowling qui va tomber sur la tête d'un personnage, qui va exploser. Enfin voilà, c'est des morts comme ça. Si je vous l'apprends, ne vous inquiétez pas, parce que dès la scène d'introduction dans le film, quand tu vois la première mort, tu te dis directement « Ah ok, en fait ça va être ça le délire ». On est donc dans un truc gore et rigolo, et en soi, voilà, je pense que ça aurait pu être drôle, ça va faire rire dans les salles, je sais que ça va générer des réactions. Après, pour pas vous mentir, dans ma salle de cinéma, je pense que les gens rigolaient, mais voilà, c'était pas des rires, en tout cas à pleines dents, on sentait que les gens passaient une bonne soirée devant le film. J'ai l'impression que les gens rigolaient devant The Monkey, parce que c'est un peu ridicule. Et personnellement, voilà, je l'ai pas dit, mon ressenti vis-à-vis de The Monkey, j'ai pas non plus trouvé ça exceptionnel, je peux comprendre qu'on puisse bien aimer ce qu'on est en train de voir, ça passe ou ça casse. Moi, personnellement, je fais plutôt partie de la catégorie de personnes qui vont trouver ça un petit peu ridicule, et ça va pas forcément prendre. D'ailleurs, la note spectateur sur Allociné à propos du film est pas forcément ouf, donc oui, comme je le sentais dans ma salle, ça n'a pas pris plus que ça, et je pense qu'au niveau du public français, ça va avoir un peu de mal à trouver son public en majorité. Mais sinon ça va, le film est plutôt court, ça dure qu'1h30, donc oui, même si le matériau de base, il n'y a pas non plus énormément de choses, on est dans une nouvelle, ça arrive quand même à te tenir en haleine jusqu'au bout, ça dure 1h30 encore une fois, donc bon, même si le concept est assez redondant, les morts à chaque fois arrivent à se renouveler pour te faire taper des barres, donc voilà, finalement ça va, ça passe. Il y a plutôt une belle ambiance, de belles couleurs, le design du singe aussi d'ailleurs est très cool, et l'acteur principal que l'on retrouve ici, c'est Theo James. Alors, Theo James, j'avoue qu'il est pas mauvais dans le film, mais c'est quelqu'un que, je sais pas, ça passe pas. Moi, je sais pas comment dire plus. Je le trouve pas non plus excellent, mais là dans le film, voilà, ça passe. Il est dans un double rôle, il est là pour jouer les 2 jumeaux, donc on peut noter l'effort de ce double rôle qu'il doit incarner. Et on a aussi, alors Elijah Wood, qui est présent pour un caméo. Alors ça c'est très bizarre parce qu'il y avait une com autour du personnage. On le voit 3 minutes, donc ça c'est un peu foutage de gueule, c'est ridicule. Et sinon on va aussi retrouver Tatiana Maslany, notre She-Hulk national que l'on a vu dernièrement. Donc voilà, The Monkey, j'ai des réserves, hein. Pour moi c'est vraiment le projet, ça passe ou ça casse. Bon après voilà, c'est pas très long, ça peut amuser, donc voilà, si vous êtes intéressé, pourquoi pas. Et on va passer à la suite, on va parler désormais de Uriel Payne.
La deuxième réalisation de Jesse Eisenberg, et oui parce qu'il y en a une autre, mais le film n'était pas forcément sorti en salle de cinéma, alors peut-être qu'il est sorti qu'aux États-Unis, mais c'est pas arrivé chez nous, donc pour nous, on a l'impression, oui, que c'est son premier film en tant que réalisateur. Il est aussi acteur ici, et pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que Will Payne est nommé dans 2 catégories aux Oscars et va peut-être aller choper une statuette. Donc ça, bien sûr, on va en parler. Et c'est un film où on suit un duo masculin, donc Jesse Eisenberg, on vient d'en parler, et aussi Kieran Culkin qui vient de remporter le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle. Et on y suit quoi? 2 cousins au caractère diamétralement opposé. Ces 2 personnages se nomment David et Benji et ils vont se retrouver à l'occasion d'un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère bien-aimée. Leur odyssée va prendre une tournure inattendue lorsque de vieilles tensions dans ce duo improbable vont refaire surface. Et du coup oui, c'est un film où on va suivre un duo de personnages masculins, 2 cousins durant 1h30. Là aussi on est sur un film court et d'ailleurs toutes les œuvres de cette vidéo, on est sur des trucs, des choses assez courtes. C'était assez plaisant à suivre, sans être révolutionnaire bien sûr. Ce qui va faire kiffer ici, oui, ça va être de suivre ce duo de cousins qui est totalement différent avec un Kieran Culkin qui lui est vraiment à 100 à l'heure. C'est un personnage qui est complètement décomplexé et imprévisible. C'est ça aussi qui donne envie de suivre ce duo parce que tu sens que ce personnage, en fait, il peut partir en couille à n'importe quel moment. Donc voilà, tu suis. Est-ce que ça va bien se passer? Mais surtout, est-ce que ça va partir en couille? Parce que oui, ce personnage, il est tellement décomplexé et tellement à l'aise qu'il en est aussi malaisant. Il va gêner les personnes autour de lui, dont son cousin, Jesse Eisenberg, qui lui est un personnage plus réfléchi, plus réservé, plus peureux aussi. C'est quelqu'un, voilà, qui se cache, qui a sa petite vie de famille. Il n'a pas envie d'attirer la lumière des projecteurs sur lui, ce qui n'est pas le cas, du coup, de son cousin. Du coup, ça va nous donner un duo qui fonctionne plutôt bien, qui est drôle à suivre. J'ai aussi trouvé qu'il y avait une bonne alchimie entre les 2 acteurs, et on se marre quand même à certains moments, même si c'est pas, voilà, on se marre pas non plus à pleines dents, et on est là, on sourit, et en plus de ça, autour d'un contexte assez triste, parce que ces 2 personnages vont se rendre en Pologne, voilà, ils vont pas visiter les endroits les plus fun du monde. Et je pense qu'on s'est compris, j'ai pas forcément besoin de vous faire de dessins, et oui, du coup, c'est assez rigolo, c'est touchant aussi parfois. Il y a un vrai travail d'introspection, de découverte, finalement, des personnages au fur et à mesure que l'on creuse dans leur passé, même si, attention, j'étais en train de vous dire que oui, à certains moments, c'était amusant, on n'est pas là pour rigoler non plus à pleines dents. Je vous disais aussi qu'à certains moments c'était touchant, il y avait de l'émotion. On n'est pas là non plus pour vider notre paquet de mouchoirs. Et ça reste un projet, une histoire plutôt sympathique à suivre, bien écrit, même si c'est pas forcément du jamais vu non plus. Donc oui, voilà, c'est une histoire d'un duo sur 2 personnes qui ne se ressemblent pas, et du coup ça va créer des tensions, des moments drôles, des moments touchants, c'est pas très original, mais ça mérite visiblement 2 nominations aux Oscars. Déjà de 1, le meilleur scénario original. Alors ça, j'avoue, moi, je suis pas sûr que ça aille le chercher. Et meilleur acteur, second rôle pour Kieran Culkin, qui a ses chances. Alors, je vais pas vous dire dès maintenant ce que j'en pense, mais comme je vous le disais en intro de vidéo, on va bien sûr en parler ce week-end. Donc, est-ce que Kieran Culkin ira chercher son Oscar après son Golden Globes? On verra ce que ça donne. En tout cas, Will Payne, c'est plutôt sympathique à suivre. Ça sort au cinéma ce mercredi, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et on va passer désormais à 0D. How deep this really is. Alors 0D, c'est une série que j'attendais un petit peu sur Netflix, une mini-série qui est sortie en fin de semaine dernière et qui a la particularité d'être la première série avec Robert De Niro en rôle principal. Donc voilà, rien que ça. En tout cas, c'est de la sorte que ça a été vendu, même si on retrouve d'autres noms au casting. Angela Bassett, Jesse Plemons, Lizzie Kaplan, voilà, il n'y a pas que des petits noms, mais il y a surtout Robert De Niro, et c'est bien entendu ce qui va nous intéresser. Du coup, 0D, ça parle de quoi? Ça parle de George Mullen, un ancien président américain très populaire, qui va être tiré de sa retraite pour diriger une commission chargée d'enquêter sur une cyberattaque mondiale qui attaque les États-Unis. Bien entendu, ce président, c'est Robert De Niro, cet ancien président. Donc oui, ici, avec cette cyberattaque, il y a vraiment de très très gros enjeux parce que l'électricité du pays va être coupée. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais si tu coupes l'électricité d'un pays pendant même quelques minutes, ça peut générer des morts, ça génère des décès. Et forcément, vu qu'on est aux États-Unis, les premiers qu'on va soupçonner, ce sera les Russes. Donc, on est vraiment dans une série thriller politique contre cette cyberattaque, et finalement, ça ne va pas s'arrêter qu'à ça, puisqu'on va être vraiment dans un jeu politique, un jeu de pouvoir avec des magouilles, le peuple américain aussi qui va se rebeller, et même si c'est plutôt bien foutu, même si De Niro est plutôt crédible en ancien président des États-Unis, et même si c'est plutôt prenant jusqu'à la fin, encore une fois c'est court, il y a 6 épisodes d'environ 50 minutes en moyenne, ça reste quand même assez classique, que ce soit en termes d'histoire, de dénouement,
de réalisation, de mise en scène, c'est pas du tout une série révolutionnaire sur ce sujet. Ce qui va peut-être le plus ressortir, ce sera les performances des acteurs et les personnages qui sont plutôt bons. De Niro est très bon, oui, sans être exceptionnel non plus. Il n'a pas de scène mémorable, et ça c'est vraiment ce qui est dommage, parce que le personnage pouvait mériter ce petit moment de bravoure, quelque chose qui allait rendre la série plus marquante, et malheureusement ça n'arrive pas. On peut quand même saluer la performance de l'acteur et son envie de vouloir relever de nouveaux challenges, parce que oui, Robert De Niro aujourd'hui, c'est plus de 80 ans, et c'est un nouveau challenge pour lui de tourner dans un format série. Il y a plus de temps à l'image, donc on peut encore plus profiter de la performance de l'acteur, et c'est un personnage, mine de rien, qui est plutôt bien foutu. Le fait de le faire revenir dans la danse avec ce qui se passe, et le fait d'en apprendre finalement de plus en plus sur son passé, les choses qui ont un rapport avec son fils, etc., ça rend quand même la chose assez prenante. Il y a des gens qui vont être là pour l'accompagner, et comme dans tout monde politique, bien sûr qu'il y aura aussi des opposants. Et on a aussi, comme je le disais, Angela Bassett et Jesse Plemons qui sont bons. Alors de toute façon, Jesse Plemons, vous le savez, c'est un acteur que j'adore. J'ai plutôt bien aimé son personnage, qui lui aussi a un petit côté imprévisible. Mais sinon, ça casse pas trois pattes un canard non plus, ça reste assez monotone. C'est un peu plat, un peu banal. Donc oui, si ça vous intéresse, c'est disponible sur Netflix, c'est une mini-série, donc il n'y aura pas de suite. C'est 6 épisodes de 50 minutes en moyenne. Je vais pas m'en souvenir non plus, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et on va passer à la suite, on va parler désormais de Le Mohican. On dit pas non à ces gens-là. Oh, il est où Michel? Oh, tu vas où là? Le Mohican, bon, on va pas se mentir, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui puissent savoir de quoi ça parle. Il y en a certainement aussi plein d'entre vous qui ne savent même pas que c'est sorti au cinéma. Et oui, pour ma part, c'est un projet qui m'intriguait. Pourquoi ça? Parce que c'est porté par Alexis Malanti, qui est un acteur que j'aime beaucoup. J'en parle assez souvent sur la chaîne, c'est vrai, et j'avais envie de voir ce que ça allait donner ici. Alors, Alexis Malanti, c'est un acteur qui est souvent relayé au second plan, qui est souvent dans les seconds rôles, dans lesquels il est très bon à chaque fois. Et là, vu que c'est lui en gros sur l'affiche, vu que c'est lui qui porte le long métrage, j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Et je pourrais pas vous dire, je pense, avec précision pourquoi j'aime beaucoup ce mec. Peut-être c'est que je le trouve très crédible à chaque fois dans les rôles qu'il incarne, et il y a quelque chose de très reconnaissable que j'aime beaucoup dans sa voix. Sa voix est très reconnaissable. Je pourrais mater un film avec Alexis Malanti les yeux fermés, en 30 secondes, je sais que c'est lui, même pas. Et Le Mohican, ça parle de quoi? Ça parle de Joseph, qui est l'un des derniers bergers du littoral corse, qui va voir son terrain convoité par le milieu pour un projet immobilier. Le problème, c'est qu'il va refuser de céder son terrain et va donc s'attirer les foudres de ceux qu'il a envoyé bouler. Et Le Mohican, ma foi, alors là aussi, on est sur un projet assez court, ça dure 1h30, mais ça fonctionne plutôt bien. C'est un film que j'ai trouvé prenant, qui est quand même rempli de tension, avec beaucoup de messages autour de la Corse, de l'agriculture, etc. La durée du film, ça fait vraiment partie des bons points du long métrage. Ça dure même moins d'1h30, ça dure 1h27, et si vous retirez le générique de fin, oui, ça dure même moins d'1h25. Et c'était très bien, c'est rapide, c'est court, mais c'est assez intense comme il faut. Il y a une tension qui est constante du début à la fin, c'est aussi assez émotionnel, parce qu'on s'attache finalement assez rapidement au personnage d'Alexis Malanti. On a envie que cet agriculteur s'en sorte pour ne pas céder ce lieu face à des investisseurs, à la mafia, etc., qu'importe. Et oui, c'est un long métrage qui reste quand même assez simple, malgré les sujets évoqués. C'est surtout un énorme jeu du chat et de la souris en Corse, mais ça fait plutôt bien le taf. Il y a aussi un petit côté western qui se dégage de tout ça. En tout cas, oui, c'est surtout un thriller qui va monter en tension durant toute cette histoire, durant tout le film. Donc, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à aller voir ça au cinéma, c'est sorti dernièrement, et ça sera peut-être disponible pendant encore quelques petites semaines, parce que je suis pas sûr que ce soit le genre de film qui fasse beaucoup d'entrées. Je suis pas sûr non plus que la distribution soit folle, mais Alexis Malanti qui porte un film, ça fonctionne bien, et j'espère le voir de nouveau dans d'autres projets de la sorte. Donc, c'en est terminé pour tous ces films. On va passer au la dernière chose dont on va parler, la série Spider-Man. On parle de votre fidèle serviteur Spider-Man. Si les criminels s'en prennent à vous, vous savez qui appeler? Votre fidèle serviteur Spider-Man. Alors ça, finalement, petite surprise, parce que oui, le projet s'est fait défoncer depuis le départ, depuis que la bande-annonce a été diffusée, où c'est vrai, oui, l'animation est assez discutable, on va pouvoir revenir sur ça, mais il y a des passages qui sont cool, comme d'autres qui le sont moins, et qui font moins rêver d'un point de vue visuel, c'est vrai, mais on est quand même devant un petit projet Spider-Man qui tient très très bien la route. Pourtant, on va pas se mentir, mais c'est pas forcément chose aisée aujourd'hui de sortir un projet d'animation Spider-Man après Spider-Verse de Sony.
Et alors oui, même si l'animation est étonnante, et bah ça reste cool, l'histoire est top. Après bon, avec Spider-Man et son univers, sa galerie de personnages, faut y aller pour faire quelque chose de qui n'est pas bien. Et je pense que sur ces dernières années, malheureusement, il y a que le Spider-Man du MCU qui a du mal à convaincre, hein, parce que Spider-Verse, ça déchire. Le Spider-Man, le Peter Parker des jeux Spider-Man sur PlayStation, bah ça marche très bien aussi. Et même là, ce Peter Parker, je suis sûr qu'il va même plus convaincre que celui de Tom Holland. Donc déjà, pour récapituler globalement, ok, l'animation est discutable, ok, c'est lent durant les combats, l'effet 3D avec la caméra qui va vouloir tourner autour des personnages à un certain moment, ça fait un rendu qui est pas tip top, hein, c'est vrai. Même s'il y a d'autres passages où c'est bien plus convaincant, et donc là je vais penser notamment aux scènes de voltige. Les scènes de voltige fonctionnent très bien, ça a de la gueule, c'est cool. Donc oui, l'animation et le style d'animation, on peut reparler, par contre... L'histoire est assez géniale, on a un Peter Parker que j'ai beaucoup aimé, on s'attache à lui, j'ai bien aimé aussi les autres personnages, en tout cas j'ai bien aimé comment est-ce qu'on nous présentait les choses et comment tout était développé. Il y a beaucoup de choses visiblement dans cette série Spider-Man parce que la fin de saison se termine avec quand même pas mal de teasing et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à nous montrer, à découvrir dans les saisons 2 et 3, je sais pas s'il y en aura d'autres mais ça parle déjà d'une saison 3, oui c'est vrai qu'il y a même un gros, je veux pas dire un twist, mais voilà il y a quand même beaucoup de choses qu'on nous tease en fin de saison, des choses qui sont même parfois très étonnante, et pour le coup, ouais, j'ai quand même envie de voir la suite. On va nous présenter à certains moments cette histoire sous forme de pages de comics, ça fonctionne plutôt bien, et il y a du fanservice, enfin du moins du fanservice, on va retrouver certains personnages que l'on connaît très très bien de l'écurie Marvel, avec une grosse question qui apparaît au bout d'un moment, parce qu'on va retrouver des personnages, on va évoquer des éléments, des événements du MCU, et on va retrouver aussi, lorsque ces personnages apparaissent, on va retrouver les musiques, les thèmes emblématiques de ces personnages que l'on connaît, des thèmes parfois, oui, du MCU, au point où je me suis posé la question, est-ce que cette série Spider-Man est canon au MCU? Alors, visiblement, non. Du coup, c'est vrai que c'était assez étonnant de voir autant de liens avec le MCU, par exemple, donc bon, voilà, pourquoi pas. Et on va retrouver bien sûr des méchants emblématiques de l'univers Spider-Man, avec notamment le traitement du Scorpion que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le Scorpion, c'est pas forcément l'un des méchants que j'aime le plus, mais alors là, il était très très bien. Et on retrouve aussi un Peter Parker qui a peur du Scorpion. Le Scorpion est une vraie menace. Par contre, c'est vrai que j'ai pas forcément accroché avec le générique d'introduction de tous les épisodes. Ce rap qui va tourner autour de Spider-Man, c'était pas dingue. Mais oui, au global, j'ai quand même passé du bon temps, c'est vrai, devant votre fidèle serviteur Spider-Man. Je pensais pas, parce que c'est vrai que lorsque la bande-annonce est sortie, j'aurais pas mis une pièce. Et oui, c'était bien meilleur que ce que je pensais. Et je sais que ça fait pas des chiffres de dingue, j'ai pas l'impression que les gens regardent cette série Spider-Man. Mais alors vraiment, si vous aimez Spider-Man, n'hésitez pas à vous pencher dessus pour voir ce que ça donne, parce que ça en vaut plus la peine que prévu. Et ça va aussi forcément rappeler des bons souvenirs à propos des séries Spider-Man que je matais lorsque j'étais plus jeune. Donc oui, j'espère que la série va trouver son public, même si j'en suis pas persuadé. Je pense que l'animation va bloquer, va faire en sorte que que ça bloque auprès de beaucoup de personnes. Je suis même sûr que oui, il y a beaucoup de personnes qui vont mater le premier épisode et qui vont s'arrêter directement parce que ça va pas forcément plaire. Mais alors vraiment, allez plus loin. Personnellement, je vous conseille cette première saison de votre fidèle serviteur Spider-Man. Je pense que vous seriez surpris d'apprécier la série en fin de compte. C'était Peter, salut! Super héros, super doué, c'est moi ton voisin préféré, je sais. Et ça en est tout du coup pour cette nouvelle multicritique. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Mickey 17, que j'ai déjà vu, le nouveau film de Bong Joon-ho, donc forcément qui dit Bong Joon-ho dit grosse attente, et ça faisait tout naturellement partie de mes grosses attentes de ce début d'année parce que j'avais adoré Parasite, que j'avais classé top 1 de l'année en question où il était sorti, donc oui, j'attendais énormément la suite de Bong Joon-ho au cinéma, et on en parle la semaine prochaine, donc oui, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, on va se retrouver ce week-end pour parler des Oscars, et peut-être des Césars comme je le disais, mais voilà, bonne semaine à tous, et puis je vous dis tout naturellement comme d'habitude, à très vite.